Bonjour à toutes et tous. Je suis Stéphane Baudier, le directeur général de la CPM, et je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour cette webconférence tout à fait exceptionnelle sur les médias professionnels de la communication. La CPM, c'est le tiers de confiance, l'organisation qui donne de la valeur aux chiffres des médias avec nos 1750 entreprises adhérentes. Alors aujourd'hui, un point tout particulier sur cette famille de médias qui nous permet tous les jours de mieux connaître nos métiers, nos activités et de partager nos passions, les médias professionnels de la communication. À la demande des plus grandes marques leaders de la communication, donc CB News, les Écoles Parisiens Médias, La Réclame, 100% Médias, Influencia et Stratégie, la CPM a réalisé une étude pour mieux connaître les lectures, le lectorat et toutes les différentes expressions de ces médias professionnels de la communication. Nous allons dans une première partie assister à la présentation des résultats de cette étude qui sera faite par Amélie Benisti, la directrice de l'audience de la CPM, et Catherine Goudounèche de la société MRCC qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette étude. Puis, là aussi tout à fait exceptionnel, j'animerai une table ronde pour interviewer, faire discuter les grands rédacteurs en chef, les présidents, les directeurs généraux, pour évoquer à la fois le présent de la presse professionnelle, mais aussi pour nous projeter dans le futur de ces médias aussi importants pour notre business quotidien. À tout de suite pour la présentation de cette étude. Donc bonjour à tous, la CPM en partenariat avec CB News, les Écoles Parisiens Médias, La Réclame, 100% Médias, Influence et Stratégie vous accueille ce matin dans cette webconférence de l'étude des médias professionnels de la communication. Vous allez découvrir les résultats de l'étude, suivis d'une table ronde en présence de grands rédacteurs en chef, notamment souscripteurs à cette étude. Donc l'étude que vous allez découvrir tout de suite, vous allez le voir, mais en avance, l'importance cruciale des médias professionnels de la communication pour le marché. La preuve, puisque les répondants nous déclarent démultiplier le nombre de sources d'informations, mais aussi le nombre de modes d'accès. Cette étude démontre que les médias professionnels de la communication ont réussi à se transformer, à se renouveler et à s'adapter aux nouveaux usages des professionnels avec une multitude de points d'accès comme les newsletters, les sites internet, les réseaux sociaux, mais aussi, on le verra, les salons professionnels, les conférences et les tables rondes. Nous allons détailler pourquoi les médias professionnels de la communication sont absolument nécessaires. Par exemple, pour fournir des informations sur son secteur, pour trouver des prestataires, mais aussi parce que ces médias permettent au lecteur de réaliser un meilleur accomplissement dans son métier. Je vais laisser maintenant la parole à Catherine Goudounèche, qui est directrice associée de l'Institut MRCC. Elle va vous présenter la méthodologie. Et MRCC donc, est l'Institut qui nous a accompagnés dans la réalisation du terrain de cette étude. Donc vous allez le voir, il s'agit d'une étude robuste, puisque nous avons eu un échantillon de 673 répondants. Merci Amélie. Alors, 673 répondants uniques pour cette étude menée en octobre-novembre dernier. 2 points notables, un très bon volume de répondants qui donne un échantillon robuste. Et cet échantillon, du coup, permet une analyse fine par sous-cible pour les souscripteurs. Et une couverture complète de l'ensemble de l'écosystème de la communication. Les secteurs sont présentés ici de façon détaillée et de façon regroupée. Nos 673 répondants représentent tous les métiers clés de la communication. Les médias, les publishers, les métiers d'agence, publicité, corporate, relations presse, bien sûr les annonceurs, les marques, et aussi les régies, agences médias, prestataires du digital et AdTech. Et dans ces métiers clés, ce sont bien les décideurs, les décisionnaires qui sont largement présents parmi les répondants.
66% conseillent sur les choix médias ou achètent de l'espace publicitaire et plus précisément 55% sont les décisionnaires ou les prescripteurs de l'achat d'espace. Nous sommes donc sur les réponses de ceux qui comptent pour les médias de la communication. Ces répondants nous disent quoi sur ces médias ? D'abord, qu'ils multiplient les sources d'information. On est sur une offre qui est très large. 26 sources ont été étudiées et en moyenne, un répondant en utilise 7. L'offre est large, mais elle est aussi profonde. Les médias de la communication se sont diversifiés et ont multiplié les points d'accès à l'information. C'est manifestement un succès, car en moyenne, nos répondants en utilisent 5. 5 accès qui se complètent, ils ne s'excluent pas les uns les autres, ils se complètent. Et c'est une offre large et profonde qui est détaillée ici, qui va de la newsletter, du print aux réseaux sociaux, et une offre qui se décline aussi sur les événements, conférences, tables rondes, remises de prix. Ces événements, la CPM a choisi de faire un focus dans cette étude et on le verra plus tard. Notez également l'émergence des podcasts qui sont en bas de tableau. Après le qui et le comment, le pourquoi. Les médias de la communication remplissent manifestement bien leur mission, et leur mission est importante. Quand on demande aux acteurs du marché de l'information professionnelle si l'information professionnelle délivrée par les médias de la communication est importante pour eux, quasi à l'unanimité, ils répondent oui. Voire qu'elle est très importante. Par exemple, 7 répondants sur 10, c'est écrit en petit là en bas, 7 répondants sur 10 de la cible des agences médias en particulier nous disent que cette information est très importante pour eux. Pas seulement importante, très importante. Finalement, si la mission d'information est importante, c'est qu'elle réussit à remplir sa mission, c'est qu'elle adresse l'ensemble des objectifs et des besoins professionnels de nos décideurs clés tout à l'heure. C'est le propos de cette page de conclusion qui est un poil chargé. Les besoins sont présentés ici sur une pyramide. Si on regarde en bas la base de la pyramide, on a la mission de base, c'est-à-dire informer, sourcer les fournisseurs, point illustré par 3 items qui sont trouver de nouveaux fournisseurs, repérer les innovations et rester informé. L'étage supérieur est une mission assez spécifique aux médias professionnels, mais qu'on le retrouve d'ailleurs sur les médias de passion. C'est l'appartenance à une communauté et l'importance de se situer au sein de cette communauté. Il s'agit de suivre l'évolution de ses pairs, de comprendre les enjeux et de progresser dans l'exercice de son métier. Encore au-dessus, s'accomplir, le Graal. Les mots-clés sont idées, inspiration, réflexion, recul. Ils sont illustrés par les items présents sur le schéma. Ainsi, les médias de la communication remplissent leur mission en adressant tout le spectre des objectifs professionnels des acteurs clés du marché. Le focus événement que j'ai évoqué tout à l'heure prend une signification assez particulière dans la période actuelle. D'abord, un répondant sur 2 fréquente les événements de la profession, que ce soit souvent ou de temps en temps. Dans d'autres secteurs B2B que nous avons pu étudier chez MRCC, c'est-à-dire pratiquement tous les salons majeurs de la rentrée, l'enthousiasme à une reprise des discussions en présentiel est immense et il y a de belles surprises sur les scores de fréquentation et la motivation des visiteurs. C'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt spécifique des événements professionnels du secteur de la communication ? Bien entendu, les contenus qui sont incarnés par la qualité des débats et la qualité des orateurs, mais aussi une forme de plaisir et d'intérêt mélangés. Avant tout, le plaisir de retrouver ses pairs et des échanges informels en marge des prises de parole, et aussi l'intérêt des échanges pour son propre carnet d'adresses et avec les fournisseurs. Bien entendu, la reconnaissance, faire partie de la vie du secteur est un enjeu clé. Et compte tenu de la frustration des derniers mois, les rendez-vous futurs prennent encore plus de sens. Je laisse le plaisir de la synthèse de cette étude riche à Amélie. Merci. Alors, ce que nous retenons de cette étude, les médias professionnels de la communication sont lus, on le voit, par l'ensemble des décideurs, avec un exemple sur ce chart de ces lecteurs. Donc 66% conseillent, par exemple, sur un choix média. On voit aussi que 97%, donc quasiment l'intégralité, estiment que les médias professionnels de la communication sont importants pour eux, pour l'ensemble des raisons que nous venons de voir.
Ces informations sont importantes, sont majeures pour eux, et donc ils démultiplient les sources d'informations avec une moyenne donc de 7, mais aussi de 5 modes d'accès différents. Donc ça va effectivement de la newsletter au site, mais à l'ensemble des événements professionnels qui sont organisés par la profession. Donc ce sont tous les objectifs professionnels donc qui sont couverts, hein, nous l'avons vu, de la recherche effectivement de prestataires, mais aussi des médias, encore une fois, qui nous permettent de nous améliorer, qui nous permettent à tous de performer dans son métier. Les médias professionnels répondent à des objectifs, on l'a vu, divers, puisque c'est 92% des répondants qui déclarent que ça les aide à repérer les nouveautés qui comptent. Pour 74%, ça les aide donc à progresser dans leur métier. Pour 94%, ça les aide à comprendre les défis, les enjeux du moment. Et pour 78%, c'est des médias qui leur permettent de leur donner des idées, d'être inspirés. Si on regarde le top 10 global des lectures, eh bien on a Stratégie en première position, CB News en deuxième position, 100% Média, l'ADN, Influencia, la rubrique Média des Échos, la rubrique Média du Figaro, la Réclame, le Journal du Net et les rubriques Média du Monde. On a réalisé un focus sur les cibles. Donc là, on a pris 2 cibles, donc les décisionnaires des achats publicitaires. Donc là, le ranking est différent puisque la source préférée, d'information préférée, eh bien là, c'est CB News, 100% Média, Stratégie, la rubrique Média du Figaro, la rubrique Média des Échos, Mind en 6e position et Influencia en 7e position. Si on fait un focus sur la cible des annonceurs, donc des marques, là le ranking c'est Stratégie en premier, l'ADN en deuxième, CB News en troisième, la Réclame, 100% Média, la rubrique Média du Figaro et Influencia. Enfin, on a fait un focus sur les agences médias et également les agences de publicité. Et donc, pour les agences médias, eh bien, c'est 100% médias qui est la source d'informations qui décrypte le mieux les enjeux de la communication, suivi de Stratégie, de CB News, Influencia, la rubrique Médias des Échos, l'ADN et qui rentre dans le classement pour les agences médias, Petit Web. Si on fait un focus enfin sur les agences de publicité, et bien là c'est Stratégie, l'ADN, Influencia, la Réclame, CB News, la rubrique Média encore des Échos et enfin le Petit Web. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire, ce qu'on vous a présenté évidemment avec Catherine, un résumé, une toute petite partie de cette étude qui, vous l'avez compris, est très riche, qu'on a réalisée donc avec 100% Média, CB News, Influencia, la Réclame, les Échos, le Parisien Média et Stratégie. Bien sûr, chacun des souscripteurs a reçu l'ensemble des chiffres et des résultats et donc l'étude complète. Donc je vous encourage à les solliciter si vous souhaitez plus de données, plus d'insights. Et cette étude, on a trouvé, nous, avec l'Institut MRCC et les souscripteurs, que c'était une étude en ce début d'année qui portait en tout cas un très grand enthousiasme qui était manifesté par les répondants qui ont largement exprimé l'envie de se retrouver lors d'événements professionnels. Voilà, je vais arrêter là et tout de suite la table ronde. Eh bien, je vous retrouve un peu ému, mais surtout très heureux, car j'ai la lourde tâche d'animer une table ronde tout à fait exceptionnelle, puisque nous avons ce matin les plus grands rédacteurs en chef, directeurs généraux, présidents des médias professionnels de la communication. Donc avec nous, nous avons Gilles Vibaud de Stratégie. Bonjour Gilles. Nous avons Frédéric Roy de CB. Bonjour. Thierry Amard de 100% Média. Bonjour Stéphane. Sébastien Danet d'Influencia. Bonjour. Et enfin, malheureusement, mais heureusement, il est parmi nous, mais en visio, Xuan Duquesne de La Réclame. Donc nous allons aborder ensemble toutes les forces que nous avons vues à travers les résultats de cette très belle étude, toutes les forces de la presse pro, ou pour certains des médias pro, et nous allons faire un tour de table pour aborder le présent, mais aussi le futur de ce média indispensable à notre quotidien. Alors je vais commencer par
Gilles Vibaud. Stratégie. Pour toi, Gilles, quelles sont les forces de la presse pro? Parce que toi, tu dis presse pro et tu dis pas média pro. Oui, alors peut-être parce on vient de fêter nos 50 ans et je suis encore là-dedans. Et finalement, ce qui ressort dans ces études, je trouve ça intéressant, c'est cette dimension, cette utilité et ce lien très très fort avec une communauté. La force de la presse pro, c'est avant tout ça. Et nous, les fondateurs de Strat, j'étais pas là, mais les fondateurs de Strat ont eu la bonne idée dès le départ, quand ils ont importé ce modèle en France, il y a 50 ans, donc de très vite, en fait, créer un magazine qui soit la place du village de la com, le rendez-vous des communicants, des experts de ces métiers-là. Et puis, assez rapidement, ils étaient visionnaires, donc ils ont, au bout de 3 ans, créé des événements. Parce que finalement, ils se sont dit que c'était pas un média, ça pouvait pas être juste une relation via du papier ou via un autre canal, mais qu'il fallait des endroits pour se rencontrer. Donc, cette force-là, finalement, c'est ce lien avec la communauté et cette utilité, c'est-à-dire repenser en permanence qu'est-ce qu'on apporte à cette communauté, est-ce qu'on leur apporte assez, est-ce qu'on leur donne assez, qu'est-ce qu'on va inventer comme nouveaux services pour renforcer ce lien en permanence. Eh bien, merci. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant dans cette étude de voir comment vos différentes marques se sont totalement transformées et sont présentes sur tous les canaux, tous les réseaux, certains disent tous les points de contact. Alors, justement, ces points de contact, c'est aussi toute une jeune génération de nouveaux communicants, que ce soit dans les agences, chez les annonceurs, parce que vos médias sont lus partout, mais aussi par des étudiants. Alors, Frédéric, les jeunes générations, comment vous les accueillez et comment, tous les jours, vous pensez à eux dans votre métier? En fait, c'est ce que vient de dire Gilles. Ce qui est important pour nous d'abord, je pense nous en tant que médias et qu'ensemble de médias, c'est qu'on soit utile, quoi. Alors évidemment, il faut qu'on soit utile aux professionnels actuels et installés dans nos métiers. Il faut qu'on soit utile aux jeunes générations, ce qui est assez compliqué en réalité, en tout cas pour, j'ai envie de dire pour les médias historiques. Il a 50 ans, j'en ai 35, bon voilà. Et c'est peut-être plus difficile parce que on a peut-être une image auprès des étudiants ou auprès des jeunes qui arrivent dans le métier qui est celle des anciens qui seraient disons peut-être un peu décalés par rapport à leurs préoccupations. Notre job c'est de démontrer le contraire. C'est après tout un job de journaliste en général qui est de se pluguer sur la société et d'essayer avec tous les moyens qu'on a, y compris évidemment digitaux, vidéo, réseaux sociaux, etc., pour non seulement nous rendre intéressants, mais en fait notre job c'est de rendre intéressants les communautés concerts, quoi. Donc c'est les boulots concerts, que ce soit les médias, la pub, peu importe. C'est là que ça joue. Et effectivement, c'est là que l'avenir que l'avenir de nos business se joue, quoi. Et toi, Sébastien, alors toi, tu es peut-être celui qui est le plus business-minded dans cet aéropage de grands talents. Alors, tu es aussi peut-être non pas le plus jeune, mais un des tout jeunes dans cet univers des médias de la communication. Le modèle économique, payant, gratuit? C'est vrai que moi j'ai repris Influencier il y a 2 ans, donc c'est un peu le début de l'aventure. Et c'est vrai que cette étude est formidable, même si elle arrive un peu tôt dans notre évolution des derniers mois. Pour autant, depuis que j'ai repris Influencier, je m'aperçois qu'effectivement la gratuité est un poison, je trouve, légèrement dangereux dans cet univers. On parle de communauté, c'est une communauté qu'on a habituée, ou en tout cas qui a tendance à s'habituer à ne pas payer ou à payer le moins de choses possible. Or, on voit bien dans les contenus aujourd'hui que tout le monde a réussi sa transformation freemium en faisant payer une partie des contenus. Et moi, je milite pour que, effectivement, Influencia, dont les planeurs stratégiques usent et abusent pour faire leurs recos depuis des années, n'aient pas des archives comme ça depuis 15 ans dans lesquelles ils peuvent se servir gratuitement. Et donc, j'essaye progressivement d'habituer à une certaine habitude de payer.
Et voilà, c'est un long chemin qu'il faut apprendre. Combien de pourcentage tu mets en payant? Qu'est-ce que tu mets en gratuit? Quel papier tu mets en payant? Voilà, la presse d'information et la presse économique s'y sont mis il y a longtemps. On fait ce travail-là et voilà, nous on démarre, on tâtonne, on avance. Mais je crois en tout cas, et ça vaut aussi pour les produits dérivés, qu'il faut commencer à apprendre à la communauté de payer ou en tout cas de renvoyer l'ascenseur et de financer aussi tous les coûts et toute la visibilité qu'on leur donne. Donc une recommandation à tous ceux qui nous regardent, 2022, prévoyez de payer pour les médias de la communication. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Alors, Thierry Amar, 100% Média. Donc une question de fond, c'est la pub est importante dans vos économies. Comment on arrive à différencier pub, rédactionnel? On parle parfois d'info-obésité en matière d'info. Comment tu fais? Ça fait beaucoup de questions. C'est très intéressant aussi. Oui. Alors, dans l'ordre, d'abord, je rejoins Frédéric qui parle d'utilité. C'est vraiment ce qui nous motive aussi, c'est de ne pas être là pour exister, mais d'être là aussi parce qu'on répond à un besoin. Pour ce qui nous concerne, nous, on a 16 ans, on est entre les deux parties, entre les anciens et les plus nouveaux. Mais en fait, on s'est créé, vraiment, on était un des premiers pure player uniquement numérique, sans avoir de papier. Et la ligne, c'était non pas se différencier pour se différencier, mais on s'appelle 100% Média. Et donc, on est résolument média. Et je pense que tous autant qu'on est ici, si on ne suit pas notre ligne et si on ne suit pas notre why, comme on dit parfois, ça va mal se passer. Et nous, notre why, on le suit depuis le début et on tient à avoir cette spécificité de médias, d'études, d'expertise, etc. Et tu avais une question sur le pub rédactionnel. Alors, là aussi, c'est un peu une question qui est inhérente à toute la presse professionnelle, c'est que les lecteurs sont aussi nos clients, en fait. Et ça se passe aussi en grand public. Quand tu prends parfois la presse féminine sur la mode et la beauté, on parle de produits, etc. Donc c'est du rédac, c'est de la pub. La presse auto, c'est la même chose. On parle de modèles qui sont aussi représentés en pub et en rédaction. Et là aussi, c'est une question de fixer les règles. Alors, je pense qu'on le fait à peu près tous ici, de bien différencier les univers. Qu'est-ce qui est rédactionnel? Qu'est-ce qui est publicitaire? C'est que le native a pris beaucoup de place. Et donc, on essaie de mettre... c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on... Enfin, chez nous, on est très vigilant sur le fait de mettre des frontières sur ce qui est payant ou pas. Après, on est dans un univers, comme dit Sébastien, on est dans le gratuit. Enfin, nous, on est uniquement dans le gratuit. Et on y tient parce que moi, je trouve que le gratuit, ça permet d'être plus accessible et d'avoir plus d'influence et plus de portée. Et quand on est gratuit, on ne vit que par la pub. Et donc, il faut savoir aussi... avoir les bons arguments aux émetteurs d'informations qui demandent à passer des choses, forcément qui sont publicitaires. C'est une question d'équilibre et de dialogue aussi avec le marché. Et enfin, Xuan Duquesne de La Réclame. Donc, le modèle de La Réclame, c'est un modèle digital où la vidéo a une part prépondérante dans vos contenus. Donc, la question que je souhaitais te poser, c'était quand on fait beaucoup de vidéos, quels sont les bons profils pour t'accompagner? C'est plutôt des profils de journalistes, plutôt des ex-communicants, des experts de la vidéo. C'est qui travaille et qui doit travailler à La Réclame? Ça fait en effet plusieurs questions aussi. Alors, pour nous positionner, donc nous on est 100% digital parce qu'on vient de là en fait. Peut-être qu'un jour on fera de papier, peut-être qu'on fera de l'événement, mais aujourd'hui on le fait plutôt en ligne. On passe pour les Benjamins, mais on aura 10 ans en juin, donc les années passent vite. Voilà, on s'était lancé à Cannes en 2012. J'espère qu'on pourra fêter ça à Cannes en 2022. Sur la vidéo, en effet, on a pris le virage depuis longtemps et notamment de produire régulièrement des vidéos. D'ailleurs, Sébastien avait été interviewé il y a quelques années dans un autre mandat. Je me souviens, à Cannes d'ailleurs. Voilà, à Cannes, tout à fait. Après, on a aussi une émission sur plateau, ce qui est assez intéressant parce que sur un média digital, on va se poser la question de sur quoi on la diffuse. Donc c'est vrai qu'on est de façon assez classique sur
sur ce qui peut se faire en ligne, en tout cas d'être sur plusieurs plateformes à la fois, avec un jeu d'équilibre qui varie avec le temps. Et en tout cas, ça, c'est aujourd'hui notre plus beau format qui s'appelle Les enjeux, la réclame, qui est un débat mensuel. Et pour répondre à la question, Stéphane, sur le recrutement, en effet, on se pose toujours, est-ce que s'il nous faut plutôt des journalistes, s'il nous faut plutôt des ex-communicants? Et la réponse, c'est un peu les deux, mon capitaine. Voilà. Et c'est exactement, à la rédaction, on est à peu près à 50-50. Après, je sais que selon les médias, les titres, c'est pas forcément le cas. Je crois qu'il y a chez des confrères, c'est plutôt 100% journalistes, d'autres, c'est plutôt majoritairement des ex-communicants. En tout cas, chez nous, c'est ce qui fonctionne bien. Alors un petit tour, parce que je pense que ça va intéresser tous ceux qui nous regardent. Stratégie, 100% journaliste, ex-communicant. Oui, enfin une vingtaine de cartes de presse, stratégie, et effectivement 100% journaliste. Ouais. Fred? Oui, pareil, 100% journaliste. Moins nombreux, mais tous journalistes. Mais plus jeune. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Thierry? Nous, c'est hybride parce que moi, je suis directeur de la rédaction, mais ancien médiaplaneur, donc à la fois communicant et journaliste. Sébastien? Non, moi, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. À la tête de The Good, on a quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui est plutôt ex-communicant, qui a un parcours TBWA, cabinet ministériel à Bercy ou la mairie de Paris. Et je trouve qu'il y a une réflexion intéressante, effectivement, sur le futur de nos médias. Est-ce que c'est des consultants? Est-ce que c'est des experts? Est-ce que c'est des journalistes? En tout cas, moi, j'aime bien avoir un tandem consultant-journaliste à la tête des rédactions, ou en tout cas un mélange de consultants et de pigistes, notamment par rapport à la diversification en matière de consulting qu'on essaye de faire à la fois sur Influencia, sur The Good et demain sur la partie tech. Donc du consulting, si je peux consulting pardon, je t'en prie, Claude. Oui, chez nous aussi, il n'y a pas juste la partie business ou brand content qui est importante sur la complémentarité ex-communicants et journalistes. C'est aussi qu'on a, on a remarqué qu'en fait les ex-communicants connaissent très bien le secteur, les enjeux. Il y a un côté un peu insider, ce qui est assez utile en fait, et ce qui permet vraiment de se mettre à la place du lecteur. Et côté journaliste, évidemment, il y a tout le travail de l'information, toute la rigueur, etc. La façon de travailler les interviews qui est hyper importante. Et chez nous, c'est ce qui fonctionne bien. Voilà. Moi, j'ai remarqué, parce que ça fait longtemps maintenant que j'essaye de recruter des journalistes et j'en vois passer pas mal. C'est qu'en France, on a un problème, quelque part, c'est que les écoles de journalisme, elles sont très littéraires, en fait. Et que nos métiers sont quantitatifs. Et donc, moi, j'ai toujours du mal à faire conjuguer le Word et l'Excel. Et donc, c'est bien d'avoir le mélange des deux aussi. Sébastien, tu nous parlais de consulting. Est-ce que ce sont des activités que, par exemple, Stratégie, CV ou 100% Média développent? Oui, je crois qu'on va tous aller là-dessus progressivement un petit pas, mais en tout cas, moi, dans le modèle Strat, moi, je crois vraiment au journalisme au cœur, c'est-à-dire que quand on bâtit des conférences, quand on fait effectivement du consulting parfois, sont toujours les journalistes en fait qui sont là pour créer le contenu, pour inventer. Finalement, c'est ce qu'ils font pour le magazine, c'est ce qu'ils font pour le site, c'est ce qu'ils font pour les nouveaux formats, et donc je crois à cette valeur-là, moi. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Nous, on est tous les gens qui produisent sont tous des journalistes avec une carte de presse. Je pense que tout ce qu'on bâtit, on le bâtit au fond, que ce soit une conférence, une émission ou le magazine, on les bâtit quelque part de la même manière. Il y a une narration, il y a un savoir. Et par ailleurs, au fond, dans le contenu rédactionnel de CB News, il y a aussi des apports extérieurs, parce qu'il y a des tribunes, il y a des gens qui viennent, qu'on laisse s'exprimer librement, le plus librement possible, que ce soit dans le magazine d'ailleurs ou sur le site. N'empêche que pour nous, pour délivrer l'information, y compris sur le plan littéraire, jusqu'à présent, j'ai pas trouvé mieux qu'un journaliste, notamment en termes d'écriture, quoi. Alors là, j'ai capacité à le faire vite. Je serais un peu plus provoquant, mais évidemment, on n'a pas trouvé forcément mieux qu'un journaliste pour diriger une rédaction, et c'est vrai que ça reste le cœur du réacteur. Pour autant, moi, je suis très frappé par ce qui se passe dans le domaine du design
design ou de la mode, où finalement, tous les grands patrons de maisons de mode ne sont plus couturiers, ont jamais pris un fil et une aiguille, et on a des DJ, on a des designers, on a des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents, et moi je pense qu'à terme, on peut avoir effectivement des profils différents pour animer nos marques médias. Alors une question justement, parce que là une question qui était prévue peut-être pour un peu plus tard, mais puisqu'on parle de journalisme, je voudrais que vous réagissiez, parce que souvent, et c'était d'ailleurs un sujet qu'on a longuement évoqué avec Xuan, certains peuvent penser que les médias de la communication, cette presse pro, n'est pas suffisamment corrosive par rapport, par exemple, à de la presse anglo-saxonne. Alors, est-ce que vous pourriez chacun vous exprimer sur ce sujet de l'enquête, de la corrosion, d'aller chercher un petit peu les choses un peu plus subversives? Xuan, qu'est-ce que t'en penses? Alors j'ai amené le sujet, mais évidemment la réclame, on a une approche qui est assez positive, c'est-à-dire que ce qu'on trouve bien, on en parle, ce qu'on trouve pas bien, on n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le corrosif, mais c'est vrai que ça m'a toujours intrigué à quel point, notamment les médias anglo-saxons, ont des éditorialistes, on va dire, qui ont un sacré punch. Et c'est vrai que comme l'a dit, je ne sais plus si c'était Frédéric ou Thierry tout à l'heure, les gens qu'on interviewe sont potentiellement nos lecteurs et sont potentiellement les annonceurs. Donc c'est vrai qu'il y a une grande proximité. Est-ce qu'on peut mettre un peu de coup de pied dans la fourmilière avec des éditos qui sont un peu plus corrosifs? C'est une question que je me pose. Après, je pense pas que ce soit impossible. Je pense juste qu'il faut le faire avec bon format et aussi les talents qui vont bien pour mener de telles paroles, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec Xuan. En fait, on n'est pas obligé non plus de rentrer dans l'art non plus pour dire les choses, quoi. On peut être objectif et puis dire la réalité. Dans la presse professionnelle, il y a toute une palette. Geneviève Petit, elle a son ton et les gens l'adorent et elle a de la pub. Et en même temps, c'est vrai que, comme dit Xuan, je répète, nos lecteurs sont nos clients. Donc il y a des moyens, on va dire, subtils aussi de faire passer des messages. Sébastien? Moi, je pense que je ne sais pas si la vraie question c'est d'être corrosif ou pas. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie question d'expertise. Pour être corrosif, il faut être encore meilleur, encore plus expert, connaître encore mieux son sujet. Et je pense que si on doit, continuer à travailler, continuer à progresser sur notre secteur, c'est pas trop sur la corrosivité, c'est vraiment sur l'expertise. Parce que je pense que la presse anglo-saxonne, avant d'être corrosif, ils sont surtout hyper experts, hyper pointus, ils connaissent hyper bien leur sujet. Et nous, on a un vrai travail. En tout cas, il ne faut pas qu'on baisse la garde là-dessus. Il faut qu'on reste le plus expert possible dans notre démarche. Moi, en tout cas, à Strat, on a ce sujet-là, bien sûr, en permanence. Et quand on s'est lancé, par exemple, on avait, il y a 3 ans, lancé notre première enquête sur MeTooPub pour dénoncer le harcèlement dans la pub. On était les seuls à y aller. On a pris pas mal de coups sur ces sujets-là. Et donc, on l'a fait, mais avec notre manière de faire et une méthode journalistique, j'allais dire. C'est pas simple d'aller sur ces sujets-là, mais nous, on pense qu'on doit en fait dire dans les yeux aux gens de notre secteur, il y a des choses à changer. Et que c'est notre rôle aussi en tant que presse pro de les accompagner dans ces virages. Ouais, moi je suis d'accord avec ça et en fait dans la question il y a aussi, ça rejoint ce qu'on dit sur l'économie de nos médias. Je veux dire, si on dépend, si on se fâche avec nos annonceurs, il y a des chances que ça ait des conséquences économiques. Je connais pas totalement l'économie de la presse anglo-saxonne, mais elle me paraît avec un marché qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus solide, ce qui lui permet aussi d'être plus corrosif. Moi, je me souviens d'un patron de presse suisse il y a des années qui disait que quand dans son groupe il y avait un canard qui perdait de l'argent, il le fermait parce qu'il perdait sa liberté. Fondamentalement, je pense que c'est vrai. Donc, je pense que il y a avant tout un équilibre économique qui nous permet d'avoir un degré de corrosion plus ou moins important. Ensuite, moi, quand de temps en temps je me moque de quelqu'un le dimanche, le quelqu'un généralement me le fait savoir. Le lundi, ouais, exactement, voire le dimanche même. Donc
voilà, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. La question, c'est de savoir, est-ce que le lecteur attend ça aussi au niveau professionnel? Est-ce que c'est le domaine? Moi, ça m'amuse de lire quand je l'ouvre. J'avoue que le dimanche, c'est compliqué de regarder un peu les éditos, de voir ce que dit Geneviève, même de lire des choses comme Tech Trash ou des choses comme ça. Mais est-ce que c'est ce que le lecteur attend? À travers les résultats de l'étude, là, les lecteurs, ils ont l'air tout à fait contents des médias de la communication, avec des niveaux de couverture incroyables. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, on fait pas le canard enchaîné je pense qu'aucun d'entre nous n'a l'intention de faire le canard enchaîné de la com. D'ailleurs, on pourrait pas, même si on voulait, on pourrait pas. Et la question se pose pas. Mais c'est vrai pour la com, ou j'imagine n'importe quelle presse pro. Donc une presse pro dépend. Enfin, encore une fois, nous, ce qui sert, c'est qu'on soit utile. Si ça peut être utile d'être sur certains sujets un peu plus piquants en disant les gars, il y a peut-être du travail à faire sur tel ou tel point de business, oui, on le dit, parce que ça fait avancer le sujet. Alors projetons-nous un petit peu, demain. Donc les résultats de l'étude sont plus qu'encourageants. Ils ont mis en avant toute la transformation de vos marques. Alors Gilles, 50 ans, c'est quoi l'étape d'après pour stratégie? Raconte-nous. Il adore ça. Non, c'est vrai qu'on n'arrête pas de me souhaiter mes 50 ans. Non, ça fait plaisir d'avoir 50 ans en tout cas. Mais en tout cas, l'étape d'après, en fait, l'enjeu principal, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je trouve que pour nous, c'est vraiment d'embarquer les nouvelles générations en permanence et du coup de repenser les modèles, de repenser les canaux, d'aller les chercher, parce qu'on voit bien qu'on est entre nous et je pense qu'on est complémentaires. Tous les médias qui sont là sont complémentaires et apportent un service utile à notre profession, ça j'en suis persuadé. En revanche, aller chercher des jeunes générations qui sont très habituées à uniquement s'informer via les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément identifié que derrière il y avait une presse professionnelle. Donc les embarquer, aller les chercher, bâtir un parcours presque initiatique pour les faire venir sur nos médias professionnels. Je pense que c'est ça l'enjeu et leur donner envie parce qu'il y a un enjeu de transmission. En fait, nous ce qu'on nous dit, c'est que les patrons d'agences et de médias avec lesquels on discute beaucoup nous disent qu'il y a un enjeu de transmission culturelle, c'est-à-dire que cette jeune génération qui arrive, elle est super, elle bouscule, elle maîtrise beaucoup mieux la technique que nous, mais elle n'a pas suffisamment d'assets culturels souvent sur la pub par exemple, et donc c'est notre rôle à nous de transmettre. Donc il faut qu'on aille les chercher, il faut qu'on invente les façons de les embarquer et ensuite qu'on les garde avec nous. Fred? Mais je peux pas dire mieux, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est... effectivement, c'est l'enjeu. On a face à nous des générations qui arrivent avec probablement une culture qui a jamais été aussi différente de celle de ceux qui sont au pouvoir ou que nous on représente. Moi j'ai un tout petit peu plus de 50 ans perso. Mais juste un poil. Et donc oui, il faut qu'on sache nous mettre, nous faire entendre avec les bons médiums voilà et donc ça suppose d'y réfléchir tout le temps en gros et de se remettre en cause, de tester, de se planter éventuellement sans pour autant, en ce qui concerne j'imagine CB News comme Strat et peut-être comme Influencia, par rapport aux autres, nous on a un objet en papier qui est aussi quelque chose qui pour les nouvelles générations est un objet un peu étrange voilà, donc il faut savoir aussi s'en servir par rapport à ces générations, leur mettre dans les mains, leur donner envie de le lire, ce qui n'est pas absolument évident tout le temps, quoi. Non, mais c'est une problématique qui touche tous les médias, pas que les professionnels. C'est voilà, quand on voit les jeunes générations qui font pas la différence entre n'importe quoi, un Figaro et un blog pour identifier la source, c'est de faire sentir quelle est notre valeur ajoutée. C'est ça le problème en fait. Donc ce qui veut dire aussi, puis là c'était les résultats de l'étude La Croix de ce matin, d'ailleurs qui confirme les résultats de l'étude Dentsu et CPM de la fin de l'année, c'est l'importance des réseaux sociaux, mais aussi la difficulté de la crédibilité des réseaux sociaux. Xuan, réseaux sociaux, donc jeune génération, c'est un enjeu important pour la réclame? Oui, évidemment. On est né avec ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas attendu les 10 ans, mais même on a vu d'autres médias, et notamment des blogs, arriver encore plus jeunes, encore plus proches des étudiants, qui nous bousculent un peu. Donc, il faut en permanence se revoir. Et c'est amusant parce que quand on se lance, au début, on est très agile, on est très innovant. Puis après, il y a des process.
qui se mettent en place, des réflexes. Et après, on se fait un peu déborder par d'autres choses. Et donc, il faut challenger tout ça en permanence. Sébastien, plus pardon. provisoire que la jeunesse, c'est tout. Sébastien, tu te projettes le futur du business de la presse pro. Comment tu peux l'imaginer dans quelques années ? Moi, j'essaye on a parlé pas mal de communautés depuis le début de cette table ronde et de communautés du secteur de la publicité. Moi, je pense que cette communauté, elle est en train de changer assez vite. Enfin, le métier change très vite. La communauté est en train d'évoluer hyper vite. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas une seule communauté, mais il y a plusieurs sous-communautés et qu'en plus, la communauté historique, celle de la pub ou des agences, et pas forcément la communauté qui a la plus forte dynamique aujourd'hui. Donc moi, l'idée, c'est de m'adapter aux différents contours de la communauté. Donc j'essaie de développer des verticales différentes sur chaque sous-communauté, parce que, encore une fois, je pense que le métier a beaucoup évolué. C'est peut-être mon long passé d'agence qui me fait penser ça. Mais en tout cas, je vais plutôt essayer d'aller rencontrer les sous-communautés de cette grande famille de la communication au sens large, plutôt que de rester, je dirais, sur le cœur du réacteur qu'était la publicité autrefois. D'ailleurs, c'est confirmé par les résultats de l'étude où on voit que les communautés les plus importantes sont les communautés des médias, des annonceurs. Les annonceurs sont d'incroyables lecteurs et très très nombreux à s'informer dans la presse de la communication, dans les médias de la communication, alors que c'est vrai que la place des agences de pub n'est plus aussi importante qu'elle a pu l'être. Je pense qu'il y a beaucoup une question d'image par rapport à ça. C'est notre fondateur commun qui en est le responsable, Christian Blachas, d'une certaine manière, parce que culture pub, parce que etc. Mais il y a une espèce aussi, c'est vrai pour tous nos médias, il y a longtemps qu'on ne parle plus que de pub dans nos supports, même si on renvoie toujours. Parce que c'est ce qui se voit le plus. Quand on parle d'une campagne, on va peut-être mieux se souvenir d'une campagne que de parler d'une strate complexe qui est intéressante. Mais donc l'image, quand on laisse une image, ça va être l'image de la campagne, pas de la strate. Mais il y a longtemps, je pense qu'on n'est plus juste des gens qui racontent des campagnes de pub, quoi. Tout à fait. Alors une dernière question peut-être, donc par exemple sur l'info des médias, puisque 100% médias, tu nous l'as dit, c'est du média et du média. Le futur de l'info des médias dans la presse pro des médias. Univers. Oui. Bon, écoutez, j'ai pas encore le don de voir le futur. Moi, si je vois par rapport à ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, en fait, on a tous suivi des évolutions de façon plus ou moins maîtrisée, orchestrée. Mes voisins traditionnels et historiques, quand ils sont passés du papier au digital, ça s'est pas fait forcément de façon très construite, je crois. Il y a des modèles plus ou moins gratuits, payants, des interfaces plus ou moins réussies. Après, le social, on l'a tous abordé un petit peu différemment. Le mobile aussi. Alors maintenant, on se met tous dans le podcast de façon, on va dire, plus ou moins orchestrée, monétisée. En fait, ça a l'air pas tellement. Pourtant, on est au fait des tendances dans nos métiers, mais on n'est pas les meilleurs pour s'acclimater au courant actuel, en fait, je pense. Sébastien, un petit mot sur le futur de l'info. Non, je pense que Thierry a raison. Évidemment, on essaye de se développer chacun avec des diversifications différentes, qu'elles soient éditoriales, qu'elles soient économiques, donc on essaye tous d'avancer dans ce domaine sur un secteur qui reste en bonne santé, mais pas en excellente santé non plus. Donc notre diversification et notre développement, il se fait évidemment à marche contrôlée en fonction de l'économie du système. Mais pour autant, je pense qu'il y a, et l'étude le prouve, il y a une attente très forte, il y a un potentiel très important. Oui, les réseaux sociaux, oui, les vidéos, oui, les podcasts, oui, les événements, oui, le consulting, oui, la formation. On avance sur tout ça. Chacun
avec ses forces dans certains domaines et ses faiblesses dans d'autres. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a un chemin qui est assez clair pour tout le monde. On l'emprunte tous qu'un cas de la même façon. Voilà, et je pense que c'est pour le bénéfice des marques et des agences qu'on avance tous dans cette direction-là. Moi, j'attends le premier qui va se lancer dans le métaverse, par exemple. Bon, métaverse, Fred ? Je vais t'envoyer un mot tout de suite. Non, Voilà, mais oui, merci. peut-être, on verra bien. Oui, merci. Alors, petit mot de la fin. Donc, tous ceux qui nous regardent, regardez, profitez des résultats de cette étude qui montre que les médias de la communication se sont magnifiquement transformés, que leurs lecteurs trouvent des infos utiles sur tous les canaux, le papier, le site, les réseaux sociaux, la newsletter, les événements. Donc sûrement beaucoup d'exemples à suivre pour d'autres familles des médias, de la presse, de regarder cette magnifique transformation. Merci Stéphane. Merci à tous. Merci. Merci Xuan. Merci.